je voudrais féliciter très humblement Jean-Paul Gaultier parce que c'est vrai que la sélection qu'il a faite pour cette exposition est assez étonnante. Que ça n'est pas vieilli comme ça, je trouve ça assez exceptionnel. J'admirerais toujours le travail de gens qui poussent leurs limites de bon goût. Être critiqué, c'est être constaté, mais ils y vont, ils proposent. Du 6 octobre au 16 janvier, la Cinémathèque française présente l'exposition Cinémode, une sélection de costumes de cinéma par le créateur de mode Jean-Paul Gaultier. Il y réunit des créations qui lui ont donné envie de devenir couturier, qui ont inspiré certaines de ses collections. Profession costumière zoome sur certaines de ses pièces pour les analyser avec des créatrices de costumes, comprendre ce qui les rend encore aujourd'hui inspirantes et d'actualité. Je suis Céleste Durand et j'ai le plaisir de retrouver aujourd'hui Marilyn Fitoussi, qui était également mon invitée pour le 12e épisode du podcast en décembre dernier. La créatrice a notamment signé les costumes de Paradise Lost, Emily in Paris saison 1 et 2 et de Kaamelott Volet 1 qui rencontrent en ce moment un très beau succès en salle. Bienvenue Marilyn. Bonjour Céleste, ravie de te retrouver. Ravie aussi, merci d'avoir répondu présente à l'invitation. Pour cette interview, tu as choisi de nous parler de 2 costumes de la sélection de Jean-Paul Gaultier pour cette exposition Cinémode, Lissomania et Orlando. Donc, je te propose de faire dans l'ordre chronologique de la sortie des films et de commencer par parler de Lissomania. La pièce dont on va parler, c'est un costume de ce film de Ken Russell. C'est un film qui est sorti en 1975, qui est très ancré dans son époque, très fou. Et les costumes sont signés Shirley Russell, qui était aussi son épouse. Le costume est porté brièvement par Ringo Starr, qui passe aussi brièvement dans le film. Donc Ringo Starr, qui était le batteur des Beatles. Et dans le film, il incarne un pape qui est apparemment très cinéphile, on va en parler. Donc évidemment, le costume sera en photo sur le compte Instagram de Profession Costumière. Mais est-ce que tu peux commencer par nous le décrire ? Oui, alors c'est donc un costume de pape. J'ai l'impression que c'est un brocart qui est en blanc avec un tissage qui est jaune ou doré. Alors il se compose d'une tiare à 3 couronnes qui symbolisent en fait les 3 pouvoirs du pape. Il y a le pouvoir sacré, le pouvoir juridictionnel et le pouvoir de magistère. Donc déjà, évidemment, moi, je suis fascinée par les proportions de cette couronne qui n'est pas, cette tiare qui n'est pas anodine, qui est beaucoup plus spectaculaire qu'une lyre. Ensuite vient la chape. Donc c'est cette espèce de grand manteau qui est posé sur la robe. Et là, on verra effectivement pourquoi tu disais le pape cinéphile. C'est effectivement que cette cape est incrustée sur tout son pourtour par des images qui ne sont pas des images pieuses ni religieuses, mais qui font référence, j'ai l'impression, à des films un petit peu iconiques. Au centre sur le plastron, on découvre effectivement l'image de Judy Garland dans Star is Born. J'ai l'impression qu'il y a Marlène Dietrich, on retrouve Humphrey Bogart. Voilà. Ensuite, évidemment, il y a la robe et la crosse de l'évêque de Rome, qui est le symbole du berger guidant le troupeau. Voilà, donc effectivement, pourquoi Cheryl, épouse de Ken Russell, a choisi précisément ces images-là. Moi, je n'ai pas trouvé d'explication. C'est vrai que à l'époque, comme tu disais, c'était un film de 1975. On avait peu, à l'époque, de behind the scene ou d'interviews de créateurs de costumes pour expliquer un petit peu leur démarche et leur travail. Est-ce qu'il faut tout expliquer? Évidemment, les gens sont très curieux de savoir, est-ce qu'on a toujours besoin d'explications? Peut-être pas. Donc voilà, c'est un bréviaire qu'ils ont dû se faire parce que c'était peut-être des films ou très certainement des films qu'ils aimaient tous les deux. Ils ont un rapport quand même, Ken Russell et sa femme et Shirley, à la religion assez particulier, puisqu'avant de se marier, ils se sont convertis tous les deux au catholicisme. Donc peut-être ceci explique cela, j'en sais rien. Et dans le film Tommy, si tu te rappelles, il y a Eric Clapton qui rentre dans la nef et qui a une chasuble et qui est religieuse aussi et qui est sérigraphiée avec
des images un peu de pop culture. Il y a celluloïd l'homme. Enfin, voilà, j'aime évidemment cette modernité dont tous ces choix, tous ces partis pris. Le film est, comme tu disais, loufoque, peut-être un petit peu sans queue ni tête, mais j'aime beaucoup les partis pris qui sont peut-être dus à un usage un peu excessif du LSD, mais je trouve les partis pris voilà, audacieux, tout ce groupe de groupies qui symbolisent des groupies des Beatles à l'époque, qui sont folles, hystériques dès que Leeds apparaît. Je trouve, voilà, tout ce film-là, c'est une époque, c'est intéressant la façon de filmer, l'apparition de Ringo Starr, ce costume complètement exceptionnel. Et effectivement, si j'avais dû faire sur Kaamelott un prêtre ou un pape, évidemment que je me serais inspirée de cette image que je trouve très forte aussi. Puis portée par Ringo Starr, c'est toujours, ça devient des personnages comme ça, même si c'est qu'une apparition que je trouve très iconique. Oui, c'est ce que je trouve fort aussi, c'est que c'est un costume vraiment incroyable et porté en effet par une star de l'époque et ça ne dure que quelques minutes, donc c'est quand même un travail de Shirley Russell très poussé pour quelques moments vraiment très pointu d'image. Et je trouve que ce costume n'a absolument pas vieilli. Bon, effectivement, c'est difficile de parler de mode quand on parle de costumes religieux parce qu'il y a une duration dans le temps. Il y a quand même des renouveaux, il y a quand même des designers, des créateurs qui ont dessiné des chasubles et des vêtements religieux, mais ça, je trouve que ça pourrait être une création totalement faite par un designer aujourd'hui. Et je trouve ça que ça n'ait pas vieilli comme ça, je trouve ça assez exceptionnel. Le tout, c'est de durer dans le temps. Et justement, je me demandais, tu commençais à en parler, mais si, dans ce costume, il y a des éléments, des matières, des associations qui t'ont peut-être déjà inspiré ou qui pourraient t'inspirer dans tes créations. Et c'est vrai qu'en voyant ton magnifique travail dans le premier volet de Kaamelott, je me suis dit que cet aspect très chamarré, complètement démesuré et surprenant, était pas très loin finalement, je trouve, de l'univers que tu as créé pour les costumes du film. Mais c'est vraiment personnel. Oui, non, mais tu as tout à fait raison, mais toute proportion gardée au niveau de talent. Je ne me prétends pas avoir le même talent qu'une Shirley Russell, mais effectivement, toute sa démarche, le travail, et puis je veux dire sur ses autres films, que ce soit sur Tommy, elle a des partis pris toujours très audacieux. Elle parle de transcender chaque fois la réalité. Elle a un terme où elle dit que ses créations sont fantasticated design. C'est pousser la réalité, pousser le fantastique, faire que ça soit plus exceptionnel, encore un petit peu plus. Donc, effectivement, j'aime tout ce travail sur les proportions. Effectivement, les deux créatrices, bizarrement, que j'ai choisies sont anglaises. Est-ce que les Anglais ont ou osent encore plus que nous déconstruire l'époque, prendre certaines libertés? Je ne sais pas, je ne suis pas encore assez cinéphile pour pouvoir l'affirmer, mais c'est vrai que j'aime son travail, j'aime ce qu'elle a fait aussi sur le film Valentino avec Rudolf Nureyev qui est sublime. Elle lui a fait porter à un moment donné un costume croisé. À rayures, elle a travaillé sur toutes les rayures, un costume croisé à rayures, une chemise rayée, une cravate rayée, une pochette rayée. Voilà, moi, c'est le genre de parti pris que j'aime. J'aime pousser des concepts. Après, on peut dire que c'est idiot ou que c'est facile, mais moi, je trouve que c'est un travail qui me touche, qui m'émeut. J'aime tout ce qu'elle fait, j'aime cette époque qu'elle connaît de toute façon très bien, parce que pour déconstruire une époque, c'est effectivement comme Picasso, quand il a eu ses périodes bleues, cubistes, etc., il connaissait, il a copié, il est allé dans les musées, il connaissait complètement les proportions du corps. Donc, quand on connaît techniquement, on est aussi fort que ça, on arrive à acquérir toute cette liberté pour pouvoir déconstruire. Oui, ça part d'abord d'une grande maîtrise des codes avant de pouvoir s'en affranchir. Ouais. Et voilà, c'est ce que j'aime, c'est comment
l'époque est assimilée, digérée, poussée et transformée. Et ça, voilà, et comment on y mêle aussi une vision des années 70. Et voilà, moi je trouve qu'effectivement, il y a des choses dans le film un petit peu qui ont vieilli, mais il y a des scènes, il y a des décors qui sont quand même très percutants et que voilà, on aurait signé, je ne sais pas, Wes Anderson aurait signé certaines parties, c'était pas étonnant dans des parties pris très très forts et drastiques comme ça. Voilà, donc ça, effectivement, j'admirerais toujours le travail de gens qui poussent leurs limites de bon goût. Être critiqué, c'est être constaté, mais ils y vont, ils proposent. Donc ça, je trouve ça toujours très séduisant. Et c'est toujours des démarches que je valore beaucoup. Et justement, pour donner un petit peu d'éléments biographiques sur Shirley Russell, donc tu le disais, c'est une créatrice de costumes anglaise et elle a aussi signé les costumes d'autres biopics, biopics très libre, signé par son époux, donc Ken Russell. Donc Valentino que tu évoquais, où Nureyev interprète Rudolph Valentino, une grande star du vieil Hollywood. Isora Duncan, The Biggest Dancer in the World, donc sur la danseuse Isora Duncan. Et c'est aussi la créatrice des costumes de Reds, qui est un film réalisé par Warren Beatty, de Hope and Glory de John Boorman. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'elle avait fondé un stock de costumes, The Last Picture Frock, spécialisé dans les costumes des années 30 et 40. Et j'ai vu qu'il avait été ensuite racheté par Angels dans les années 70. Et elle vendait aussi les costumes des films de Ken Russell. Donc, après les tournages, elle leur donnait une nouvelle vie. Absolument. Donc, effectivement, il y a peut-être chez Angels, je ne connais pas assez les stocks de chez Angels, des costumes de Listomania ou d'autres films. C'est vrai que Hope and Glory, c'était un très beau film et il y avait un très très beau travail subtil sur toutes les matières qui étaient très intéressantes. Voilà. Donc, cette dame savait déconstruire, savait être folle avec son mari et s'adapter au choix et à la vision d'autres réalisateurs. Aventureux que son époux. Tout à fait. Et je me demandais, mais tu en as parlé, s'il y avait donc d'autres de ces costumes que tu affectionnais. Tu as parlé de Tommy, tu as parlé de Valentino. Oui, et puis j'aimais bien, et ça m'a fait rire parce que j'aimais bien le costume d'Anne-Margret dans Tommy. Elle porte un tailleur à un moment donné, un tailleur léopard avec un petit chapeau léopard. Et je me souviens que sur le marsupilami en figuration, j'avais fait une jeune fille qui avait effectivement un manteau léopard, une robe léopard, des gants léopard, un chapeau léopard, des collants léopard, des chaussures léopard et un sac léopard. Vraiment, c'était un total look qui avait beaucoup fait rire Alain Chabat et qui l'avait mise dans tous les plans, comme je t'avais raconté. J'ai revu cette silhouette, je me dis effectivement, on ne sait pas, après on fait des choses qu'on pense de façon très naturelle, on ne sait pas si effectivement c'est un petit choc rétinien il y a 20 ans. J'ai vu Tommy qui est resté dans un coin de ma tête et que j'ai digéré, que j'ai pu ressortir pour le film de Chabat. On enregistre l'œil, le cerveau enregistre, et à un moment donné, ça ressort, c'est retransformé par aussi sa propre sensibilité. C'est toujours ces moments-là où on se dit effectivement, tiens, peut-être c'est ce film-là qui a provoqué ce design de personnage. Oui, c'est vraiment intéressant. C'est des images de films ou même d'autres images que tu vas voir et qui vont rester en toi comme ça et ressurgir dans des costumes plus tard. Et puis ça peut être 10 ans, 15 ans après, ou pas du tout, peut-être jamais. Et puis c'est toutes ces images qu'on assimile, qu'on ingurgite. C'est vrai que moi, comme je te disais la dernière fois, j'achète beaucoup de livres de photos. Oui. Et ça, qui m'a fait rire, et ça va aussi nous faire une petite transition avec Sandy Powell, c'est qu'elle parle toujours de la référence d'un livre qui s'appelle Gypsy, d'un monsieur qui s'appelle Joseph, et je vais vous retrouver son nom de famille, de Joseph Koudelka, qui lui avait été offert par son maître et ami Dirk Jarman, qui était un réalisateur qui a vraiment initié et fait rentrer dans le milieu du théâtre. Sandy Powell, qui elle aussi
dit que c'est un peu son livre de chevet et son livre de référence absolue qu'elle utilise quasi sur tous les films. C'est donc ce livre Gypsy de Joseph Koudelka qui avait été offert par son maître et ami Dirk Jarman. Donc voilà, comme quoi l'inspiration vient aussi de choses vraiment quotidiennes de la vie aussi. S'asseoir à une terrasse de café, regarder les gens passer, ça aussi c'est une source d'inspiration, parce qu'il y a des gens qui osent des choses. Voilà, tu essaies après de mettre ça dans un film, on te dit non, mais c'est vraiment trop, on ne peut pas avoir des chaussettes à fleurs avec. Si, je l'ai vu il y a 4 jours. Une terrasse de café, donc la réalité souvent dépasse la fiction, et voilà, c'est toutes ces images un peu qu'on ingurgite et qui font qu'on a après une imagination qui peut être galopante ou pas. Et donc, tu commençais à évoquer Sandy Powell, et en effet, c'est elle qui a signé le deuxième costume que tu as choisi au sein de cette exposition Cinémode, et donc de la sélection de costumes par Jean-Paul Gaultier. Alors, c'est un costume que Sandy Powell a fait pour le film Orlando. Donc, c'est un film qui est réalisé par Sally Potter et qui est inspiré du roman du même nom de Virginia Woolf. Et il est porté par Tilda Swinton. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire d'Orlando, c'est très original parce que c'est en fait le personnage principal, Orlando, on va le suivre donc au début de sa vie, et c'est là où le costume intervient. C'est un homme qui est à la cour d'Élisabeth Ière, et en fait, c'est un héros qui va vivre plus de 3 siècles et qui va devenir une femme au fil du roman comme du film. Donc là, c'est vraiment un costume qui se situe au début. Donc on va parcourir les siècles, et puis Orlando va aussi devenir une femme, Lady Orlando. Donc est-ce que tu peux commencer aussi là par nous décrire ce costume qui sera aussi sur le compte Instagram, bien sûr, de Profession Costumière? Il faut savoir que Sandy Powell est, avec feu Eiko Ishioka, ma déesse absolue du costume. Je suis une inconditionnelle du travail de Sandy Powell, mais je la vénère. Et ce film Orlando, effectivement, réunit Sandy Powell, Sally Potter, que j'ai eu la chance de rencontrer à Paris, que j'adore, Tilda Swinton, qui, voilà, dans une autre vie, j'aimerais bien être Tilda Swinton, qui a un Moi aussi. complètement étonnant, et Virginia Woolf, comme tu disais, qui a écrit la nouvelle en 1928. Donc voilà, là on a un quatuor qui est complètement gagnant. Et tout ça nous amène donc à ce premier costume, effectivement, d'Orlando au début de l'histoire. Les costumes sont complètement fantastiques. C'est vrai que c'est un film rêvé pour toute créatrice de costumes, à voir la transformation sur plusieurs siècles, plusieurs cultures, civilisations, d'une Tilda Swinton qui a un sens complètement inné, fou du costume, de l'attitude. Enfin, c'est complètement... je suis fascinée, et je trouve que cette dame est fascinante. Donc, ce costume est composé, il est tout en noir. Il faut savoir qu'il y a deux textures de noir. Ça se compose d'une fraise d'un pourpoint qui je n'arrive pas très bien à voir en quelle matière il est fait, mais qui est goncé de vinyle noir. Donc déjà, là, vinyle noir, je sens le sourire qui pointe au point de mes lèvres. Il y a des hauts de chausses noires. Voilà, des hauts de chausses voilà, c'est ce qui donnera ensuite naissance à la culotte. Et les hauts de chausses sont fixées au pourpoint par des aiguillettes. Les aiguillettes, c'est un lacet avec des petits fers au bout. Donc, c'est un film qui a été tourné, enfin, qui est sorti en 92. Donc, c'est le film voilà, qui a propulsé vraiment la carrière de Sandy Powell aux États-Unis. C'est un film qu'on peut qualifier petit budget, un peu comme tous les films que fait encore aujourd'hui Sally Potter. Les scénarios sont toujours fantastiques. Des petits budgets, voilà, elle maîtrise complètement son sujet, et grâce à ce film-là, à Orlando et à ces sublimes costumes, Sandy Powell a été connue et reconnue à Hollywood. Elle a été nommée ou nominée pour ça aux Oscars.
Donc voilà, moi, c'est un travail que j'aime beaucoup. Ce qui m'a fait choisir aussi ce costume d'Orlando, c'est que effectivement, il a été créé en 1992. La favorite a été designée en 2018. Donc 26 ans plus tard, on voit déjà les partis pris complètement, quand elle dit qu'elle est bold, audacieuse, pour ne pas dire voilà, trois mots. Sandy Powell, on voit déjà arriver effectivement la favorite, elle a une maîtrise absolue du noir et du blanc. Elle a cet usage, comme sur la favorite, parce que le film était aussi à petit budget, donc d'avoir un choix de matière accessible, pas très cher, qu'elle magnifie, qu'elle transcende aussi grâce à un très bon chef opérateur. Mais voilà, quand elle raconte sur la favorite que une des robes d'Elisabeth, elle l'a taillée dans un dessus de lit qu'elle a acheté sur Amazon, c'est une femme qui peut maîtriser les grands et les plus petits budgets, qui est aussi effectivement, qui arrive à se projeter, à transformer, à sublimer une matière, parce que voilà, elle parlait aussi d'une partie des costumes qui étaient faites avec des espèces de taffetas un peu cheap, tout synthétique, qu'on utilise pour les robes de demoiselles d'honneur. Enfin, et elle arrive effectivement, parce qu'elle a un goût, des associations de couleurs qu'elle n'hésite pas, qu'elle ose, à faire que ces costumes ont l'air d'être très chers, d'avoir été faits pendant 4 mois dans des ateliers, alors qu'effectivement, Orlando, elle l'a fait dans un appartement qui était prêté, avec une partie de l'équipe technique. Sandy Powell sait coudre, puisque sa mère cousait beaucoup, et donc sa mère l'a initiée très jeune à la couture. Donc, elle a fait, voilà, ça a été fait quasi bricolé, et ça, une poésie, ça transcende. Enfin, toutes les images sont d'une poésie complètement absolue. Moi, c'est un film que je n'arrête pas de voir et de revoir, et qui me fait toujours à la fin le même effet, quoi. Je suis toujours subjuguée par son travail. Elle est complètement étonnante dans tous ses choix. Oui, aussi, il y a une petite anecdote sur Orlando, c'est qu'à un moment donné, elle fait porter dans l'un des costumes où Orlando est encore un homme, elle lui fait porter une paire de collants opaques et très brillants de Woolford, qui n'étaient absolument pas ni époque, effectivement c'est un collant contemporain, ni dans la coupe, mais elle disait que ça avait modernisé la silhouette, c'était très beau sur Tilda Swinton, pardon, effectivement, et voilà, et elle se permet ça, et voilà, et c'est ce qui me fascine dans son travail, et qui m'a rassurée, moi aussi, beaucoup quand j'ai commencé, parce que c'est aussi comme ça que je suis, toute proportion de talent gardé, effectivement, c'est qu'elle commence toujours par le tissu. C'est le choix du tissu qui l'inspire, et ça, c'est voilà, moi, ça m'a rassurée, parce que je ne dessine pas au début du tout, et c'est un tissu qui me donne une idée, qu'après je drape, et après je sais ce que j'en fais. Et quand j'ai vu que cette grande dame avait aussi cette démarche, qu'elle ne faisait qu'un petit croquis pour tout ce qui était ses tailleurs et son équipe technique, je me suis dit qu'effectivement, ça me laissait aussi cette liberté de ne pas avoir honte, de ne pas faire comme Edith Head 350 croquis, tous plus beaux que les uns que les autres. Voilà, chacun a son appréhension d'un sujet, chacun a sa réflexion, chacun a son cheminement. Ça m'a effectivement libérée d'une espèce de diktat où il fallait dessiner de suite, avoir de suite la bonne idée et la proportion juste. Et j'ai eu la chance aussi sur Kaamelott d'avoir un chef tailleur, Jérémy Hazelmassieu,
qui fait énormément de fabrication pour des films et pour de l'opéra. Et moi, je me sentais très mal au début de lui faire changer des proportions. Je n'osais pas. Je voulais encore élargir, augmenter certaines proportions et je n'osais pas aller le voir en disant écoute, je me suis trompée, je veux encore plus gros, encore plus disproportionné. Et un jour, il m'a pris par les épaules, il m'a dit tu sais, Marilyn, on cherche, c'est un processus créatif. On cherche tous et tout le monde fait ça, tout le monde fait et refait. Et là, ça m'a complètement déculpabilisée et détendue sur un processus qui, pour moi, en fabrication, est beaucoup plus lent. Peut-être des gens qui sont plus aguerris. Moi, j'aime plus déconstruire et remonter à partir de vêtements. Ce qu'elle fait, elle, d'ailleurs aussi, sur La Favorite, Rachel Weisz porte une culotte en cuir qui est hyper moderne et qu'elle a acheté, qui fait époque, mais qu'elle a acheté au plus à côté de chez elle. Donc, effectivement, Orlando, tout le travail de Sandy Powell, j'aime tout ce qu'elle fait, de Kate Blanchett dans Cendrillon à Daniel Day-Lewis, Gang of New York, à La Favorite. Je trouve qu'elle ne se répète pas. Elle maîtrise autant le travail aussi fabuleux sur L'Aviateur, Kate Blanchett aussi. Elle se renouvelle, elle pousse ses limites et j'ai l'impression son travail est aussi pour moi parfait parce que j'ai l'impression qu'elle se met dans la tête dans l'époque, elle s'immisce complètement dans l'époque en pensant comme si elle était designer à cette époque-là, comme si elle était couturière ou si elle devait livrer des oui, je pense à Carole aussi, qui est magnifique et qui est, oui, en effet, complètement ancrée dans cette époque, avec son regard aussi. C'est pas juste une reconstitution. Non. Et voilà, et c'est ça qui pour moi, Echo, c'est qu'elles font beaucoup de documentation, elles s'imprègnent, elles connaissent complètement l'époque, elles la maîtrisent, elles la dominent, et après, elles y amènent toute une poésie, une imagination qui est débordante, et elles font décoller ça, parce qu'effectivement, en s'immisçant dans l'esprit d'époque, il y a toujours quelqu'un qui est hors sentier battu, qui est hors norme. Il y a une modiste qui est peut-être un peu plus folle, un peu plus inspirée. Un bottier qui va avoir par accident trouvé quelque chose, une forme. Enfin, voilà, c'est tout ce travail-là qui effectivement n'est pas de la reconstitution. Et moi, c'est là où je trouve que oui, le mot création de costumes prend évidemment tout son sens. On ne fait pas de la reconstitution. Je ne saurais peut-être pas faire de la reconstitution. Est-ce que c'est vrai que maintenant toutes les séries d'époque qu'on nous demande de faire, il faut revisiter l'époque. Donc certains excellent, d'autres moins. C'est pas non plus complètement évident de donner une modernité ou de faire des choses différentes. À chaque fois, comment effectivement refaire une série Marie-Antoinette qui ne se ressemble pas à ce film qui est quand même iconique, qui a été fait auparavant. Tout ça est effectivement un peu perturbant et compliqué, mais voilà, j'admire toujours le travail de ces gens qui poussent leurs limites, qui sortent des sentiers battus, qui se moquent aussi de la critique, et qui ont des sources d'inspiration qui sont très différentes et qui font que leur univers est complètement riche. Très personnel aussi. Et très personnel. Et ça, je mets effectivement Sandy Powell sur un piédestal. Et pour terminer sur ce costume, est-ce que tu dirais que spécifiquement, tu penses qu'il t'a déjà inspiré dans tes créations ou qu'il pourrait te servir? Tu parlais notamment du vinyle noir qui t'a tout de suite fait sourire. Oui, ça m'a fait sourire parce que sur Kaamelott, j'avais fait aussi une blague à Alexandre Astier pour des Saxons qui étaient tous en fourrure.
Et j'avais trouvé dans un stock un tissu, un plastique bullé de chez Lanvin, une fin de stock de chez Lanvin, ce plastique bulle blanc, laqué, magnifique, et je ne savais pas quoi en faire. Et un jour, parce qu'il nous met toujours des challenges pour faire des choses un peu idiotes, ou juste ne serait-ce que pour le faire marrer, j'avais fait recopier la même forme de manteau, donc dans ce plastique bulle, et j'avais fait faire une toque avec de imitation fausse fourrure sérigraphiée sur une toile cirée. Donc la toque était en plastique imitant de la fausse fourrure, et ce manteau en plastique, ça l'a fait effectivement rigoler. Donc c'est cet emploi. Et est-ce que ça a été gardé? Et ça a été gardé, le garçon a tourné et a été dans plusieurs plans. Donc c'est effectivement peut-être de ce costume d'Orlando, où je me suis dit, tiens, cet emploi complètement anachronique et assumé du vinyle, voilà, c'est peut-être resté dans le coin de ma tête, et ça m'a complètement libérée pour pouvoir faire ce costume en plastique sur Kaamelott. Et pourquoi pas, ça donne un graphisme, le costume est très beau, la lumière effectivement est sublime sur chaque plan qui est fait, mais ces accents, ces brillances dues au vinyle donnent à ce costume, ce terme est un peu galvaudé de modernité, mais je trouve que ça donne une puissance qui transcende la forme qui est parfaite de l'époque, qui lui donne vraiment un cachet, une force qui, je pense, si ça avait été seulement goncé de cuir, n'aurait pas eu cet effet-là sur moi déjà. Merci beaucoup Marilyn. Donc on a évoqué les deux costumes que tu avais retenus dans cette sélection de Jean-Paul Gaultier pour l'exposition Cinémode. Et avant qu'on ne se quitte, j'ai deux dernières questions pour toi. La première, c'est justement pour revenir sur le nom de l'exposition. Donc cette exposition, c'est Cinémode. Et c'est vrai que souvent, quand on parle de costumes de cinéma, en fait, on pense à une association, presque une addition cinéma plus mode. Et c'est vrai que le costume de cinéma, c'est pas vraiment de la mode, voire pas du tout, selon les personnes qui en parlent. Donc, j'étais curieuse d'avoir ton avis sur le sujet. Eh bien, tu vas la voir. D'abord, ouais, je voudrais féliciter très humblement Jean-Paul Gaultier, parce que c'est vrai que la sélection qu'il a faite pour cette exposition est assez étonnante. Elle est variée, elle est précise, elle est souvent déroutante aussi. Ensuite, Jean-Paul Gaultier a quand même beaucoup travaillé lui aussi pour le cinéma. Voilà, le cinquième élément, on lui voit quand même ce film iconique de Luc Besson, entre autres. Effectivement, moi, je ne fais pas de la mode. Je n'aimerais pas faire de la mode. Je trouve ça beaucoup plus dur. C'est vraiment pas ma sensibilité. Effectivement, quand on pense mode, et quand on est un créateur de mode, on a à satisfaire une clientèle, à vendre. Puis il y a cet aspect mercantile où effectivement on voit de nos jours de plus en plus de designers qui sont remerciés par des grandes maisons de couture parce qu'ils ne font pas assez de ventes. Il faut penser à effectivement il y a cet aspect de la vente, du commercial que je ne saurais pas faire. Je n'ai absolument aucun jugement. Les gens s'épanouissent pleinement dans leur métier, et c'est magnifique aussi, mais effectivement, j'en serais complètement incapable. Voilà, moi, je ne peux travailler que pour un scénario, parce que les designers de mode, effectivement, se projettent aussi dans leur tête des scénarios. Ils disent, oui, cette année, la femme, j'ai imaginé, elle est guerrière, c'est une Valkyrie. Enfin, il y a tout, effectivement, des concepts pour chaque collection. Je trouve ça difficile. Moi, ce qui m'inspire, effectivement, c'est une comédienne en scénario, les intentions, ce que veut un réalisateur. Je trouve que c'est malgré tout, certains hurleront, mais pour moi, c'est plus simple. On voit qui est notre cliente en face. On ne travaille pas, moi j'aurais du mal de travailler pour une cliente potentielle, un concept de cliente, ou de me dire, voilà, la femme Lanvin, la femme Balmain,
Mais ces gens-là font ça très bien. Et effectivement, pour moi, ce sont vraiment deux performances différentes au niveau de la création. Après, effectivement, j'aime beaucoup la mode, j'aime cet aspect de la création, j'aime le travail de beaucoup de créateurs. Quand je peux, quand j'ai le scénario s'y prête ou le budget, effectivement, j'aime beaucoup rencontrer de jeunes talents ou aller dans des maisons très iconiques françaises pour avoir recours à leurs services. C'est effectivement, tout est lié, mais on va parler effectivement de cette série un peu polémique, Emily in Paris, où certains crient euh, en disant que ce n'est pas de la mode, mais effectivement, ce n'est pas de la mode. Je ne suis pas une fashion designer, je ne veux pas je ne veux pas faire de la mode, je ne veux pas lancer une mode. Je propose juste une silhouette, un personnage. J'ai fait cette série dans cette optique-là. On aime ou on n'aime pas. Je comprends, oui, ça griffe les yeux, oui, tout ça est complètement assumé, mais je ne lance pas une mode. Et c'est ce qui m'a fait beaucoup sourire après, c'est de voir dans les collections, parce que quand même j'ai été élue la ringarde de l'année par certains magazines. Par Vogue et Harper's Bazaar. Ah oui, carrément, mais c'est vrai qu'on avait parlé de Vogue déjà dans notre dernière interview qui était très remontée sur le sujet. Oui. Donc tout ça m'amuse beaucoup. Il faut savoir que ça m'amuse beaucoup et que si la saison 1 les a fait grincer, la saison 2 va les faire pleurer. Donc voilà. Mais c'est une belle accroche. Voilà. Mais j'ai vu, oui, ça, on va s'en servir. Mais voilà, j'ai vu avec une espèce de petite joie non dissimulée des collections. Et on ne pourra pas me dire que ce n'est pas inspiré du style ringard d'Emily in Paris. Je peux te faire des copier-coller du détournement de silhouette d'Emily sur des très grandes et belles maisons parisiennes, et ça m'a beaucoup, beaucoup amusée. Et justement, je rebondis, mais ça t'a amusé, mais est-ce que ça t'a pas dérangé aussi d'une certaine manière? Parce que c'est vrai que c'est un vrai sujet quand même dans le rapport entre le costume et la mode. C'est que la mode, tu parlais des références qui sont évoquées par les créateurs à chaque défilé, et le cinéma en fait partie de ces inspirations. Et c'est vrai que souvent, des marques, alors soit des grandes maisons, mais même aussi des marques plus de fast fashion ou au moins de prêt-à-porter, vont s'inspirer très précisément de certains costumes de films. On en a pas mal parlé aux États-Unis récemment avec Cruella, parce qu'il y a eu je ne sais plus quelle marque avait repris des costumes, enfin repris, non, en plus, c'était pas très joli, c'était... Je sais pas, c'était pas Nastigal, mais c'était une marque dans cet esprit-là, et sans jamais créditer le nom de la designer. Donc, toi, tu dis que tu as reconnu les silhouettes d'Emily dans des collections de vêtements. Ça t'a pas dérangé ou... Là, ça m'a fait sourire. Ça m'a fait sourire, mais effectivement, je me rends compte que de plus en plus, il y a du merchandising autour des séries. Effectivement, les Américaines, ça a été les designers américaines ont été les premières à un peu tirer la sonnette d'alarme et à un peu nous alarmer, parce qu'elles vivent les choses aux États-Unis. C'est beaucoup plus, pour le moment, c'est beaucoup plus évident et parlant que en France, on est encore un peu, on ne nous demande pas encore ça, mais c'est vrai qu'aux États-Unis, elles sont plagiées, elles sont copiées. Il y a tout un merchandising qui est fait de produits dérivés avec leur création. Et effectivement, commence à se poser pour nous toutes la question du droit et de la protection de notre création, parce qu'on fait du design pour un film dans un certain contexte qui est très bien libellé et défini par un contrat attitré. Et après, on s'aperçoit que tout ça est dérivé des images de costumes
sont utilisés pour être imprimés sur des t-shirts, des mugs, etc., etc. Donc, effectivement, il y a cette espèce aussi de droit et de protection sur ce qui est aussi notre propriété et une vision. On peut aussi avoir après un droit de regard sur ce qu'il en est fait. Donc, tout ça est en train de balbutier et d'être mis un petit peu et de plus en plus au jour. Je ne sais pas après quelles seront les démarches et comment on va pouvoir évoluer et participer et s'entendre sur tous ces délicats sujets. Mais effectivement, oui, effectivement, on s'inspire pour des films et on fait participer des créateurs. Eux s'inspirent de nous, mais on ne sait plus après. Souvent, la limite est assez floue et mal définie. C'est difficile. C'est pour ça qu'Instagram, ça peut être bien aussi parce que on peut, après, sur une série, on va encore parler d'Emily in Paris, mais sur cette série, après, j'ai la chance de pouvoir faire appel à des jeunes créateurs. Je n'ai pas la prétention de dire que Emily in Paris va les lancer, parce que c'est des gens qui ont déjà beaucoup de talent et qui n'ont pas besoin de moi, mais effectivement, peuvent, grâce à cette série et au post Instagram qu'on fera après avec leur nom, avoir une visibilité internationale qui est quand même assez faramineuse. Emily in Paris a fait 100 millions de gens ont vu cette série. Donc, pour un jeune créateur, effectivement, c'est une visibilité internationale qui n'est pas négligeable et qui ne l'est pas pour des grandes marques très, très installées, puisque pour cette saison 2, j'ai eu énormément de prêts de marques qui ont voulu collaborer. Oui, de sollicitations, c'est les marques qui sont venues vers toi. Et moi vers eux. Et moi vers eux dans un échange, parce qu'il y avait des gens, effectivement, avec qui j'avais énormément envie de travailler. De maisons reconnues et de jeunes créateurs, devenir d'être les nouveaux Jean-Paul Gaultier, Pierre Dain, Christian Lacroix, enfin, que sais-je. Voilà, donc ça, c'est le bon côté de ces séries-là. J'ai vraiment hâte de voir ton travail pour cette deuxième saison. Moi aussi. De le voir en image monter. Et justement, c'était ma dernière question. Donc, j'ai eu le plaisir de t'interviewer une première fois en décembre dernier. Donc, à l'époque, justement, la saison 1 de Emily in Paris était sortie et faisait déjà un carton. C'était numéro 1 dans plein de pays. Et on attendait la sortie de Kaamelott qui était décalée à cause des différents confinements. Donc, le film n'était pas encore sorti et tu me disais que tu avais hâte. Finalement, il est sorti de nombreux mois plus tard, parce qu'il est sorti cet été, mais avec une carrière vraiment très belle en salle. Donc, justement, est-ce que tu veux nous parler un peu des projets sur lesquels tu as travaillé depuis qu'on s'est parlé en décembre dernier, peut-être de projets à venir dont tu peux déjà parler? Oui, c'est vrai que je suis vraiment ravie du film Kaamelott. Je suis ravie de voir que ça rencontre, malgré la pandémie, malgré le pass sanitaire, etc., que le film rencontre malgré tout son public. Oui, parce que c'est vrai que pour rappeler le contexte, le film est sorti le tout premier jour de l'obligation de présenter un pass sanitaire pour aller dans les salles. Absolument. Et je comprends aussi complètement les gens qui ne veulent pas se faire vacciner ou tester et qui ne veulent pas et ne peuvent pas voir le film aussi. Donc, tout ça est très... c'était une période, et c'est encore une période très, très délicate, mais les retombées et les retours des gens qui sont allés le voir sont super motivants, super enthousiasmants. Moi, j'assume pleinement ce que j'ai fait. Je revendique complètement le bon goût, le mauvais goût, la folie, ce qui choque la rétine, ce qui fait grincer des dents. Tout ça, je l'assume. Il y a des phrases très rigolotes. Oui, les Burgondes, il y a plus de paillettes sur les Burgondes qu'à la Gay Pride. Mais je trouve ça, ces phrases-là ne me détruisent pas, mais me mettent en joie.
choix, complètement. On aime ou on n'aime pas, mais ça ne laisse pas indemne. Je pense qu'un film, quand il ne laisse pas, ou une création telle qu'elle soit, ne laisse pas indemne ou indifférent, je pense que le propos est réussi. Je ne cherche pas à faire l'unanimité, je ne l'ai jamais cherché, ça ne m'intéresse pas. Je cherche à procurer des émotions, à laisser aussi cette liberté. C'est ce que je n'aime pas malgré tout avec la mode, c'est ces diktats qui, à la fin, décident que ça, c'est in, c'est out, tu es à la mode, tu ne l'es pas, c'est ringard, ça ne l'est plus, t'aimes des iguales, c'est moche. Qui décide de ça? Donc, c'est pour ça que j'ai été un peu, pas choquée, mais voilà, les commentaires de Vogue ou d'Harper's Bazaar, je veux dire, eux font référence à leur univers, à ce qu'ils connaissent, voilà, la parisienne ennuyeuse, qui pour moi est très ennuyeuse, avec sa chemise blanche, son pas de maquillage, ses cheveux coiffés, décoiffés, ce je ne sais quoi, son jean. Enfin, je trouve que les clones parisiens, ça ne m'intéresse pas de faire ce genre de film où on représenterait juste cette silhouette-là. J'espère qu'effectivement, Émilie a donné la liberté à des gens, des ados qui, comme moi, viennent d'horizons très différents, avec des ressources très différentes, d'avoir cette liberté de s'octroyer, cette liberté de dire, voilà, je suis ça, j'aime ça, je m'affirme avec ça. Oui, on peut aimer de mettre des pois, des carreaux, de mettre trop de bijoux, de s'habiller en couleur perroquet, et alors ? Et alors, qui doit décider ou qui décide que ce n'est pas à la mode ou qu'il faut absolument ne pas faire ça? Voilà, donc c'est pour ça que j'aime beaucoup aussi toute la démarche de Charles de Vilmorin. Je trouve que c'est très poétique, spectaculaire ce qu'il fait. Enfin, les mots sont mal choisis. J'aime beaucoup Egon Lab dans les jeunes créateurs parce qu'ils ont aussi des univers et ils sont complètement non asservis à tous ces dictates que quelqu'un qui est ce quelqu'un qui décide pour dire in and out. Voilà, donc s'il y a une saison 3 d'Emily in Paris, par contre, oui, Émilie sera très parisienne parce que je voudrais juste faire une petite pirouette et un petit pied de nez et de montrer que oui, je connais des codes parisiens. Oui, je sais habiller une Philippine Leroy Beaulieu ou une Christine Scott Thomas sur au bout des doigts. Oui, je sais faire ça. Je connais ces codes-là, mais justement, c'est parce que je les connais que j'ai envie aussi de les secouer un petit peu. Sinon, quel est l'intérêt de nos métiers? Je veux dire, on a la chance de faire de la création, d'être créatif, de pouvoir proposer des choses sans qu'on ait ensuite à les vendre, sans qu'on ait des comptables qui nous disent non, ce modèle n'a pas marché, virez-la, le chiffre des ventes est nul. On a la chance de pouvoir proposer, de pouvoir complètement s'amuser. Et les comédiens l'ont bien compris sur la série Emily in Paris. C'est pour ça qu'eux aussi se sont laissés faire, se sont pliés à une espèce d'ambiance de folie en se disant oui, on fait quelque chose que peut-être tout le monde n'appréciera pas ou ne comprendra pas, mais au moins on propose, comme la série Bridgerton que j'aime beaucoup, voilà, qui a un parti pris de revisiter toute cette époque avec des dentelles en couleur. Je trouve ça, voilà, moi, ce sont des démarches que j'admire et que j'applaudis. Donc, dans les projets à venir, effectivement, il se rumeur et murmure une saison 3 pour Emily in Paris. Et entre-temps, il y a 2 projets que j'aimerais beaucoup faire en espérant que les dates peuvent coïncider. C'est Paris est une fête. Effectivement tiré du livre d'Hemingway. Donc, effectivement, Paris années 20, Paris années folles, entre le monocle et Joséphine Baker, on imagine que ça fait rêver. C'est un projet français? Non. Non, international.
Non, ouais, voilà. C'est un projet, je n'en dirai pas plus, mais effectivement, j'aurais vraiment, vraiment envie de le faire. Et un projet sur la danse. Ah, super. La danse et l'opéra. Voilà, ça c'est les projets pour l'année prochaine. Et une série aussi, 1800 et quelque chose, sur la peste à Marseille. Oh. Voilà. Et tout un programme, c'est très varié. Très beau scénario aussi. Une mini-série. Donc voilà, c'est effectivement, après les choix sont... il y a des choix qui se font tout seuls parce que les projets ne rencontrent pas le financement et est retardé, ou après, effectivement, il faut décider. C'est toujours... en termes de calendrier aussi, tu ne peux pas te dédoubler. Non. Et puis, je ne sais pas faire 2 films en même temps, 2 projets en même temps. Je ne critique absolument pas, j'admire les gens qui peuvent avoir la tête le matin, l'encéphale droit, qui se dédie à un projet de matin et qui peuvent switcher pour faire un autre projet l'après-midi. C'est une grande force, je ne l'ai pas. Voilà, moi je suis un petit artisan laborieux et j'ai un projet à la fois, me suffit amplement. Mais j'envierais de pouvoir effectivement mener à bien, si j'avais à choisir entre un projet 1920 ou la peste ou l'opéra, de pouvoir avoir 3 vies et de pouvoir faire ça, pouvoir faire ces 3 projets à la fois. J'espère que les plans de tournage rendront possible tous les projets pour toi. Moi aussi, vraiment. Et merci infiniment pour ton temps. Mais c'est toujours un plaisir, Céleste. Merci à Marilyn Fitoussi d'être revenue au micro de Profession Costumière, commenter une partie de la sélection de costumes de Cinémode par Jean-Paul Gaultier et rendre hommage au travail de Shirley Russell et de Sandy Powell. L'exposition Cinémode par Jean-Paul Gaultier se visite à la Cinémathèque française à Paris jusqu'au 16 janvier 2022. Vous pouvez retrouver les costumes dont nous parlons dans cet épisode sur le compte Instagram du podcast, @profession costumière. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à en parler à vos amis cinéphiles et à lui laisser 5 étoiles et même un commentaire sur Apple Podcasts. À bientôt pour un prochain épisode.